Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs. Merci de m'accorder cette opportunité de m'exprimer sur le sujet du Venezuela ici et sur le sujet de la diplomatie vénézuélienne. Mais d'abord, je voudrais commencer pour avoir quelques contextes de la diplomatie vénézuélienne et surtout comment on arrive à cet intérêt sur le Venezuela maintenant ici depuis quelques temps et pas donc là je vais c'est pour discuter les sujets de la diplomatie bolivarienne. On ne pourrait pas la discuter la diplomatie bolivarienne, vénézuélienne, sans le rôle du pétrole dans les tensions politiques vénézuéliennes. C'est-à-dire, le pétrole était toujours dans les tensions politiques vénézuéliennes, pas seulement maintenant, mais aussi, non. Mais c'est qu'on a la différence dans la crise qui est vécu au Venezuela les dernières années, on a vu que dans les médias, dans les analyses politiques aussi, on ne voit pas le pétrole. C'est-à-dire, à différence de la crise politique vénézuélienne 2002-2003, avec Hugo Chavez, les coups d'État et tout ça, dans cette période, on parlait toujours du pétrole. C'est-à-dire, le pétrole était dans l'analyse de toute la politique vénézuélienne, était toujours le pétrole. Même les coups d'État, c'était dirigé par les managers de l'entreprise pétrolière vénézuélienne qui étaient attachés toujours à l'entreprise, aux intérêts des États-Unis. Mais maintenant, on ne parle pas du pétrole. On ne parle plus des élections, des droits de l'homme. Ce sont les conditions qu'on voit dans les médias sur le Venezuela. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est toujours le pétrole. C'est ça que je veux essayer de mettre en contexte maintenant. C'est comment le pétrole continue à être le principal facteur de la tension politique vénézuélienne et comment on peut le vérifier. Mais c'est toujours, c'est pareil qu'on voit, on peut faire en comparaison avec une publicité de voitures. Hein. Aujourd'hui, on voit les voitures, les voit toujours roulant sur des forêts, des bois et tout ça, mais on ne parle pas de pétrole là, parce qu'on est engagé peut-être dans les politiques vertes et tout ça, mais personne n'ose parler du pétrole. Ici, je crois que c'est quelques questions pareilles, et on verra aussi peut-être la discussion avec Maurice Lemoine, avec la Guyana aussi, le pétrole est toujours présent là. Pourquoi on ne parle pas aujourd'hui de pétrole dans la tension diplomatique au Venezuela? 20 ans, ça fait déjà 20 ans, 2002, les crises au Venezuela, les coups d'État, étaient totalement affectés par la crise pétrolière. C'est-à-dire, le pétrole, aujourd'hui, est effacé du discours politique. Par tout le monde. On ne parle pas du pétrole, comme on dit tout à l'heure. On ne parle plus parce qu'on est engagé. L'État français, par exemple, il ne faut pas dire on est intéressé dans le pétrole vénézuélien parce qu'on est engagé dans une politique verte. Donc, mais comment ce sont les tensions politiques aujourd'hui? Ok. Mais la réalité, c'est que le pétrole est toujours dans les tensions politiques au Venezuela. On le voit dans les coups d'État contre Chavez 2002. C'était le pétrole. On doit se rappeler que le gouvernement qui était installé au cours de 48 heures à peu près, qui était au Venezuela, la première décision était de changer les managers de l'entreprise pétrolière vénézuélienne.
Et ces managers, dans cette période de 48 heures, ils ont aussi défini comment c'était la nouvelle politique d'exportation de cette compagnie pétrolière, en changeant l'exportation vers la Cuba, vers la Chine, et amener les exportations vers les États-Unis. Après, Chavez, il a pris contrôle du gouvernement avec le peuple, mais aussi le contrôle du PDVSA qui a amené un changement à l'intérieur du PDVSA pour tous les changements qui ont vécu l'entreprise pétrolière. Mais c'est quoi la différence entre ces événements 2002 et les événements 2017, 2014 et 2020 au Venezuela? C'est quoi qui a changé? Pourquoi les États-Unis, en 2002, on se rappelle toujours de phrase du président Chavez qui, quand on était dans les tensions avec les États-Unis, il y a eu une déclaration du président Chavez qui était dans tous les journaux aux États-Unis, que c'était: s'il y a quelques actions contre le Venezuela, il n'y aura plus de pétrole pour les États-Unis. Tout le monde aux États-Unis est alarmé, tout est concerné sur cette déclaration, et immédiatement ils ont commencé des négociations et comment comment éviter que le Venezuela ait stoppé la production de pétrole. Mais pourquoi aujourd'hui ça n'a plus marché? Quelles sont les conditions aujourd'hui qui ne permettent pas au Venezuela de dire: oh là, plus de pétrole pour les États-Unis, et on commence à avoir des négociations. Bon, il faut se rappeler, 2008-2015, aux États-Unis, ils sont engagés dans qu'elle s'appelle la révolution énergétique des États-Unis, c'est-à-dire la production de pétrole de schiste qu'on appelle le fracking, c'est-à-dire d'exprimer, de faire sortir tout de la roche du pétrole pour obtenir des gaz et du pétrole. Et là, on a vécu en 2008-2015 une augmentation très importante de la production pétrolière aux États-Unis de gaz et de pétrole. Mais ces productions ces techniques avaient besoin de ressources importantes techniques, mais aussi financières. Le coût de ces productions est très important. Donc, pour les soutenir dans le temps, ils ont besoin des prix de pétrole aussi élevés. Donc, là, c'est une condition différente aux États-Unis. C'est la première qui n'est jamais vue aux États-Unis. Les États-Unis, maintenant, ils ont besoin au prix de pétrole dans cette période. Donc, ils n'ont plus besoin de la production de pétrole du Venezuela. C'est-à-dire que même on a vu comment les États-Unis ils sont aussi intervenus en quelques moments avec l'OPEP pour réduire la production de pétrole, pour élever le prix du pétrole. Donc là, le Venezuela, ce n'était pas comme avant qu'on a besoin de la production du pétrole vénézuélien pour baisser le prix du pétrole aux États-Unis. Cette contradiction du prix élevé du pétrole entre le prix du pétrole et la sécurité économique des États-Unis, c'est ça que les États-Unis ils ont commencé à travailler. À différence de 2002, ce qu'ils cherchaient, c'est garantir la production, qu'en 2002, les États-Unis cherchaient à garantir la production pétrolière au Venezuela, après 2014 et 2015. Ils ne cherchaient plus cette garantie de production pétrolière au Venezuela. Donc là, si on superpose un graphique de la production de pétrole aux États-Unis de schiste avec les conditions, la situation des sanctions contre le Venezuela, on voit que les sanctions commencent aussi dans les mêmes périodes. C'est-à-dire 2014, le président Obama, il impose, tout à l'heure l'a évoqué Michel, qui a dit, c'est les sanctions des États-Unis, du président Obama, en déclarant le Venezuela une menace de sécurité pour les États-Unis. Et là, il n'avait pas
des conditions électorales. Il n'y avait pas des élections dans ce moment. C'est simplement des conditions. Les États-Unis disaient, voilà, il faut imposer des sanctions contre le Venezuela. Pas des élections, pas d'autoproclamés, rien. C'est simplement les États-Unis qui imposent des sanctions contre le Venezuela. Même un an après les élections au Venezuela, il y avait des observateurs par tout le monde dans les élections 2013 au Venezuela, le président Maduro a gagné, mais les États-Unis imposent des sanctions. Donc, ça veut dire que les sanctions des États-Unis, ils viennent avec une condition sur le secteur pétrolier. C'est-à-dire, c'est la politique pétrolière des États-Unis qui amène aux États-Unis à imposer des sanctions contre le Venezuela parce qu'ils n'ont plus besoin de la production pétrolière. Quand on regarde les sanctions contre le Venezuela, on voit les sanctions plus importantes, c'est contre l'entreprise pétrolière. C'est-à-dire, il y a des sanctions contre la technologie pour la production pétrolière, mais aussi pour le financement de l'entreprise pétrolière. Ceux qui connaissent bien l'entreprise pétrolière, ils doivent savoir que l'activité pétrolière est une activité qui a besoin de beaucoup de financement et intensive en capital financier et technologique. Donc c'est ça qui a empêché les sanctions aux États-Unis. Les principales sanctions sont contre les ressources technologiques et de capital financier pour l'exploitation pétrolière. Donc là, c'est le moment qu'on commence à voir au Venezuela la réduction de la production pétrolière de à peu près 1 200 000 barils par jour jusqu'à 0 2020, quelque chose comme ça. On est arrivé zéro revenu sur la production pétrolière. Donc en 2013, il y a eu des élections au Venezuela, mais là. Avec les décrets d'Obama, ils ont imposé des sanctions contre le Venezuela. Vous avez aussi évoqué quelques sanctions, mais ils sont 930 sanctions contre le Venezuela qui sont imposées aujourd'hui. 57% des sanctions viennent des États-Unis, 14% du Canada, 9% Panama, 7% de la Suisse, 7% aussi de l'Union européenne et 7% du Royaume-Uni. Donc la plupart des sanctions il y a aux États-Unis, ce sont 441 mesures coercitives et unilatérales des États-Unis contre le Venezuela. Il y a 2 lois aux États-Unis de sanctions contre le Venezuela et 7 executive orders de la présidence des États-Unis contre le Venezuela. Les sanctions ils sont ciblent les entreprises publiques vénézuéliennes. 92% des sanctions vont contre les entreprises publiques vénézuéliennes et 64% des entreprises de capital national vénézuélien. Donc là, s'explique un peu les conditions économiques, la réduction de la production pétrolière envisagée pour les États-Unis. Ça permet aussi de maintenir les prix de pétrole élevés pour garantir le financement de la production interne aux États-Unis. Même s'il y a un prix élevé, ils ont trouvé des autres marchés pour son pétrole très cher et son gaz très cher. C'est-à-dire, maintenant, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui, maintenant, il achète du pétrole très élevé. C'est-à-dire, on finance la sécurité énergétique des États-Unis. L'Europe avait les prix très élevés et le Venezuela avait les sanctions et les conditions très précaires que vit notre population. Mais on arrive en 2018, c'est l'élection de Maduro, et là on dit, voilà, ce n'est pas le pétrole, c'est les élections au Venezuela qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas les élections, l'opposition ne participe pas à cet événement des élections, et après, ils disent, voilà, on ne reconnaît pas Maduro, on reconnaît Guaidó. C'est-à-dire, il apparaît M. Guaidó dans les scènes.
Il ne reconnaît pas les élections, mais il dit que le président c'est quelqu'un d'autre, c'est Guaidó. Mais quelques jours après Guaidó a été reconnu pour les États-Unis, encore le pétrole il apparaît. C'est-à-dire avec l'entreprise Citgo, les États-Unis prennent le contrôle de Citgo, et c'est là qu'on voit aussi comment ça marche, toutes les conditions et la motivation principale des États-Unis, que c'est la production pétrolière vénézuélienne, c'est le pétrole vénézuélien stratégiquement maintenant avec une autre, c'est pas le même que 2002, mais c'est une autre condition aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant c'est un contrôle stratégique du pétrole vénézuélien pour contrôler les prix du pétrole et le marché global du pétrole. 2017-2019 commence à se détériorer l'économie vénézuélienne, des sanctions contre PDVSA et tout ça, la technologie, on a dit tout à l'heure. Il y a dans cette période des tentatives d'assassinat au président Maduro 2018. Il y a un coup d'État échoué 2019 au Venezuela aussi. Il y a aussi une tentative d'invasion du Venezuela depuis la Colombie vers le Venezuela. Il y a eu un sabotage au système électrique vénézuélien pendant 5 jours. C'est-à-dire c'est une guerre contre le Venezuela. C'est une guerre qu'on ne voit pas autrement, mais c'est une guerre. En résumé, le marché pétrolier des États-Unis n'ayant besoin de la production pétrolière vénézuélienne, ils sont imposés des sanctions et arrêter tous les revenus des pays qui sont le Venezuela. Donc, mais il faut dire comment on est ici aujourd'hui depuis toute cette période de difficultés, avec toute cette conditions que les États-Unis sont imposées au Venezuela, il faut se demander comment on arrive ici. Même s'il y a, il faut dire aussi qu'on arrive ici avec au Venezuela maintenant des stabilités, et même s'il y a eu des difficultés, il n'y a pas eu trop de violences dans la rue dans cette période. 2018 jusqu'à aujourd'hui, presque aucune difficulté, plutôt dans d'autres pays, on a vécu plus de violences dans la rue et tout ça, mais au Venezuela, comment on arrive ici? Donc là, c'est le rôle de la diplomatie, c'est d'abord comment on garde le Venezuela sans la production pétrolière. Il faut, pour le Venezuela, il faut changer toutes les conditions de production pétrolière, il faut changer les conditions de financement, il faut changer les conditions d'exportation du pétrole. C'est ça qu'on a commencé à implémenter de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y a des autres initiatives diplomatiques pour commencer à lever les sanctions sur certains secteurs, mais le plus important, c'est cette doctrine diplomatique du Venezuela, du multilatéralisme, du monde multipolaire. On pense c'est pas qu'on l'a construit dans cette période, c'est quelque chose que Chavez, même en 1999, il déjà parlait du monde multipolaire. Il fallait trouver un équilibre entre les différents pôles du monde, pas seulement les États-Unis. La production pétrolière ne doit pas aller aux États-Unis comme avant. Au Venezuela, 1998, 95% des exportations pétrolières vénézuéliennes allaient aux États-Unis maintenant. Et depuis 2016-2010, c'est plus comme ça, c'est presque 60% aux États-Unis et la Chine, l'Inde, des autres pays. Donc ça, c'est une construction que Chavez a commencé avant, et maintenant on arrive en 2018 avec ces conditions de pouvoir construire
des relations avec des autres pays, même avec toutes les sanctions, les over-compliance des sanctions aussi, qui ne permettent pas de relations entre les entreprises, mais on a trouvé les moyens pour commencer à nous sortir de cette condition. Donc il faut la diplomatie vénézuélienne sur le multilatéralisme, sur la vision du monde multipolaire, ce qui nous amène à des conditions aujourd'hui très différentes. C'est pas que je sois en tant qu'ambassadeur du Venezuela que je dois parler de tous les succès de la diplomatie, quelques succès de la diplomatie bolivarienne. Mais il faut le dire, on dit toujours, il faut reconnaître que ça, c'était les États-Unis qui ont été 2018, 2019, 2020. Le président Trump, elle disait, toutes les cartes sont sur la table. Mais après des publications des anciens secrétaires de défense des États-Unis, et aussi les déclarations et toutes les confessions de Mike Pompeo et tout ça, il disait, voilà, sur la table, ça signifie aussi les actions militaires contre le Venezuela. Il était là. Il essayait d'utiliser la Colombie et des autres pays pour amener des situations, des invasions au Venezuela. Donc pour nous, pour la diplomatie vénézuélienne, un succès, c'est que nous avons évité cette situation au Venezuela et les pays vénézuéliens, maintenant est un pays stable avec des conditions économiques beaucoup plus mieux que 2014, 2015, 2016, 2017 et en croissance économique. C'est le pays avec la meilleure croissance économique de l'Amérique du Sud les dernières années, 2023. Et on attend que le 2024 aussi, c'est le premier pays avec la croissance économique dans l'Amérique du Sud. C'est-à-dire mais aussi à côté de la diplomatie, c'est pas seulement, c'est une condition aussi à l'interne du Venezuela, la population vénézuélienne très affectée pour les conditions économiques, mais avec une organisation très forte, organisation populaire, qui nous a permis d'utiliser la solidarité entre la population pour sortir et pour supporter les conditions difficiles au Venezuela. C'est-à-dire, nous qui habitons au Venezuela dans cette période, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'aliments pour tout le monde. Donc, ils ont commencé à organiser des coopératives de production des aliments entre même des classes moyennes, des classes moyennes aussi dans tous les secteurs, comment trouver des aliments et aujourd'hui. Et le gouvernement aussi aidé avec la production. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des conditions particulières, ce sont des conditions géopolitiques autour du pétrole énergétique au Venezuela qui amènent à cette stratégie des États-Unis parce que il faut aussi se demander comment on est arrivé à ces folies de Guaidó et tout ça, voir des présidents en reconnaissant à Guaidó, voir des présidents aussi dire comment même aujourd'hui, on a des comptes bancaires en France, on a des comptes bancaires du gouvernement de Venezuela au Royaume-Uni qui disent, voilà, c'est pas Maduro, c'est Guaidó. Et maintenant, il continue à dire ça. C'est-à-dire, comment on continue dans cette situation, dans l'ordre mondial, c'est une folie. Comment on est arrivé à cette folie et comment ces pays peuvent s'en sortir. Je crois que c'est les enjeux de la diplomatie vénézuélienne, c'est de donner à tous ces pays une sortie de cette folie de Guaidó. C'est la folie de comment ils sont arrivés à ne pas reconnaître le gouvernement, pas reconnaître des élections, même en ignorant la situation interne vénézuélienne,
totalement. Parce que je crois que c'est aussi des difficultés d'intelligence, ou même, je ne sais pas, comment ils sont pas les moyens pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela vraiment, qu'est-ce qui se passe maintenant. Il y aura des élections le 28 juillet. Et vous évoquez aussi la population, la diaspora vénézuélienne. On a déjà presque 2 semaines d'inscription sur le registre pour les élections de juillet prochain. Mais ces chiffres de 7 millions de Vénézuéliens à l'extérieur, on ne les voit pas. C'est-à-dire, on voit des consulats vénézuéliens, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas aussi, il faut les vrais chiffres. Il y a bien sûr, on a vécu des diasporas vénézuéliennes très importantes, mais il faut trouver les numéros et comment ça aussi marche. Parce que, par exemple, l'ONU, il avait une méthodologie de compter la diaspora vénézuélienne, surtout la période 2019-2022, que c'était dans les frontières Venezuela-Colombie. Il comptait ceux qui traversaient la frontière. Mais on connaît la frontière colombienne-vénézuélienne à Cúcuta, c'est une frontière très dynamique. C'est les gens qui habitent au Venezuela, ils travaillent à Cúcuta. Donc, il comptait, il avait des personnes qui allaient travailler à Cúcuta et revenaient la nuit au Venezuela. Donc, donc, là, il faut trouver comment les vrais chiffres. C'est un problème aussi de comment. Mais, donc, avec cette situation aussi, c'est utilisé pour essayer, ce sont des conditions aussi pour la négociation, des négociations aussi, de comment on trouve les négociations. Mais pour le Venezuela, aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir sur ça, c'est le succès de la diplomatie au Venezuela. Ce qu'il faut dire du président Maduro, c'est que c'est quelqu'un avec beaucoup de patience. C'est-à-dire, il attend le bon moment, il attend. Parce que toutes les provocations et toutes les actions contre le gouvernement, on l'a vu tout à l'heure, c'est des invasions, des tentations d'assassinat, et continue. Et il n'a pas eu de provocations avec des guerres avec la Colombie. À un moment, il avait beaucoup de tensions. Pas non plus aussi avec la Guyana, qui c'est un autre endroit qui commence à apparaître dans tous les scénarios, aussi liés au pétrole. On voit les pays commencent à avoir maintenant des ambassades à Guyana, juste après que le pétrole est découvert. Non? Mais on est toujours aussi dans la politique verte. Non? Mais ce qu'il faut reprendre de toute cette discussion sur la diplomatie vénézuélienne, c'est ça. C'est qu'on est engagé sur une diplomatie de paix, de stabilité du Venezuela et de stabilité dans les relations avec les autres pays, parce que c'est ça qui nous a mené à les conditions qu'on est aujourd'hui. Merci beaucoup.